Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, affilié à la CSQ, représentant tout près de 43 000 membres, uniquement du personnel de soutien scolaire œuvrant dans nos écoles et nos centres partout au Québec. Cette conférence de presse-là, bien entendu, met en lumière des coupures en éducation que l'on vit dernièrement. On s'aperçoit que le ministre de l'Éducation se recycle en bûcheron, bien entendu, et énormément de coupes à blanc dans nos écoles et nos centres partout au Québec, et nous en faisons clairement les frais. Je voulais débuter par une réponse que M. François Legault, notre premier ministre, a fait d'entrée de jeu à l'Assemblée nationale. Il répondait, dans le fond, à la députée Ruba Gazal sur une question en éducation. Il répondait ceci: par contre, c'est important, Madame la Présidente, de respecter les budgets. C'est important chaque année de dire, on vous donne une augmentation, mais vous ne pouvez pas dépenser plus que l'augmentation qu'on vous a donnée. Et c'était François Legault le 28 janvier 2025. Vous comprendrez que depuis la fin de l'automne, le premier ministre répète que tout ce qu'il demande aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires, c'est de respecter leur budget. Or, il s'avère clairement que M. Legault a recyclé son ministre de l'Éducation en bûcheron, bien entendu, en lui donnant la mission de faire des coupes à blanc. Le réseau d'éducation a subi des coupes budgétaires de plus de 1,6 milliard de dollars depuis le mois de juillet dernier. Et ça, ce n'est que la partie que nous avons réussi à découvrir. Les compressions les plus alarmantes, entre autres, il y a eu des compressions au niveau de l'aide alimentaire, la suppression de postes essentiels, l'annulation de nouveaux projets d'infrastructure, la restriction des achats de matériel pédagogique, je vous en ferai part tout à l'heure, la coupe de formation destinée au personnel scolaire, ainsi que de plusieurs allocations et fonds de différents soutiens qui ont été retirés, mettant clairement en péril la qualité de l'encadrement de nos élèves. Services de garde sont particulièrement touchés, ne pouvant plus acheter ni de fournitures de base telles que du papier, des crayons, de la colle et du carton. Quand on me dit que ça ne touche pas le service direct à l'élève, c'est très clairement ce qu'on voit présentement. Dans les pochettes de presse, vous avez bien entendu un tableau une ligne du temps qui vous explique exactement le quand et le comment ces coupures-là ont eu lieu. Et je vous invite à le regarder. Quand on regarde qu'en juillet 2024, on a eu la réduction dans les règles budgétaires de 109 millions de dollars. Le 13 septembre 2024, les nouvelles cibles pour le maintien du parc immobilier, 121 millions, pratiquement 122 millions. Une autre lettre du 13 décembre 2024, on demandait des efforts budgétaires qui étaient demandés à tous les centres de services scolaires et commissions scolaires. Au total tout, 127 millions environ. Retrait de 15 mesures budgétaires en décembre 2024 au coût de 30 millions. Ça, des règles budgétaires, là, ça touche directement le service direct à l'élève et le service indirect à l'élève, le secteur plus administratif. On a eu aussi en décembre 2024, des coupures au niveau du PQI, au niveau de l'immobilier, de 1 273 millions. Donc, au total tout, c'est 1 626 millions. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que ce chiffre doit historiquement vous faire référence à une époque où on a eu les libéraux qui ont coupé 1,4 milliard et que ça nous a pris à peu près 15 ans, puis on n'a pas tout récupéré les sommes. Est-ce qu'on est en train de reculer? On considère que oui. Et n'oubliez surtout pas le fameux gel de recrutement du personnel de soutien scolaire du 1er novembre. Fait à vous dire, c'est qu'on a été informé par une rencontre de 15 minutes du sous-ministre de l'Éducation le 25 octobre que le gel d'embauche allait débuter le 1er novembre. Ça, là, pour nous, là, inacceptable, c'est impossible, on se doit absolument de rencontrer nos gens, contacter nos gens, on a eu une semaine. On est incapable de chiffrer actuellement le gel de recrutement
parce que vous comprendrez que c'est un effet très lent qui entre clairement dans le système d'éducation. Mais les impacts sont bien là. Je vous donne quelques exemples. Des concierges qui ne sont pas remplacés. Des secrétaires qui ne sont pas remplacés. Malgré le fait qu'on a dit c'est du service direct à l'élève, bien, on ne les remplace pas. On ne remplace plus les gens qui quittent dans le secteur administratif qui sert à l'administration de nos centres de services scolaires et commissions scolaires. On offre les postes à l'interne, mais il reste toujours une chaise de libre. Et je voulais simplement vous dire que ces gens-là sont toujours en surcharge de travail. Et là, bien, on en ajoute directement. On nous dit que cela n'aura pas d'effet sur le service direct aux élèves, mais comment voulez-vous que ce soit le cas? C'est clair, parce qu'on écoutait une vidéo d'une directrice générale d'un centre de service scolaire qui nous disait « Nous tentons d'éviter les coupures au niveau du service direct à l'élève. » Quand on me dit que nous tentons, c'est assurément pas, je vais le dire comme ça, rassurant pour les gens, mais pour les parents qui s'attendent à avoir aussi un service en lien avec leurs enfants, bien entendu. Dans le fond, quand on fait un budget, on prévoit des sommes, mais tu pourras ajouter du personnel, un agrandissement, mais là, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien de ça. Donc, c'est inacceptable. Et lorsque l'année est commencée, le gouvernement sort la hache et coupe plusieurs postes budgétaires. Tout à l'heure, on s'en parlera un peu plus longuement. Là, on se retrouve dans une situation où ils doivent répondre à de plus en plus de demandes pour donner les mêmes services, mais avec beaucoup moins d'argent. C'est insensé pour notre monde. On était déjà en pénurie de main-d'œuvre, on était déjà en précarité d'emploi, on nous arrive avec des coupes. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour les attirer? Bien, présentement, là, c'est clair que ce n'est pas un employeur de choix, malheureusement, mais c'est le plus beau métier du monde, travailler en éducation, c'est clair, net et précis. Évidemment, bien, le gouvernement met toujours la responsabilité entre les mains des organisations scolaires et des directions d'école. C'est eux qui sont les spécialistes. Encore une fois, on évite de venir nous parler, nous questionner, nous demander notre avis, notre expertise. C'est ce qu'on a sur le terrain. Où est le gouvernement pour les accompagner et les aider à faire l'impossible? C'est impossible ce qu'ils demandent présentement à la structure. Vous savez, un centre de service scolaire qui est déficitaire avec un déficit maximum, mettons, exemple, autorisé, on lui impose quand même un effort supplémentaire. Comment ça que c'est possible? Quand tu es déjà en déficit, on te le demande. Vous savez, les services de garde ne peuvent plus acheter de matériel tantôt pour faire juste des bricolages. Prenez du papier recyclé. Hein? Utilisez ça. À un moment donné, le papier recyclé, il y a une limite. Les enfants ont le droit d'avoir une égalité des chances, pouvoir être capables de travailler, d'apprendre dans un contexte autant à l'école qu'au service de garde, mais là, on coupe. Et ça va avoir un effet clairement sur les enseignants et les professionnels qui, malheureusement, eux aussi ne sont pas remplacés. On fait souvent de l'économie de bout de chandelle parce qu'on comble les postes avec des échelons inférieurs, soit du personnel de soutien scolaire. Donc, c'est une problématique. De l'aide alimentaire coupée, voyons, ça n'a aucun sens, l'aide alimentaire. Ce sont des enfants qui ont besoin de manger. On enlève ça, on va remplacer ça par des collations. Encore une fois, inacceptable. Et venez pas me dire que ça n'affecte pas le service direct à l'élève, ça l'affecte clairement. Le réseau d'éducation souffre énormément depuis les coupes massives de 2015. Je tiens à vous dire que lors de la dernière convention collective, on a négocié, je vous dirais, une lumière au bout du tunnel, OK? Parce qu'on sentait qu'on s'approchait, qu'on avait fait un effort, qu'on travaillait, et 6 mois après, paf! Coup de hache, on nous coupe. Donc, comment voulez-vous qu'on stabilise un réseau quand on lui donne d'un côté et qu'on lui retire de l'autre? C'est inacceptable. On n'est pas encore sorti de ça. Hein? Nos élèves manquent de services, la pénurie de personnel ne cesse d'augmenter. Puis là, je vous associe ça, la précarité d'emploi. Hein? L'an dernier, le premier ministre, il demandait sans cesse aux syndicats de la flexibilité, hein? Lors des négociations des conventions collectives. On a accepté de jouer le jeu.
On a fait le grand écart lors des négociations. On a travaillé fort, on a atterri. Bien, on pensait avoir enfin réussi à devenir un peu plus attrayant pour le personnel de soutien scolaire. Malheureusement, ils nous remercient en passant encore la tronçonneuse. Donc, comment voulez-vous que ce système-là soit stable et qu'on puisse travailler en équipe école avec nos collègues enseignants et professionnels, accompagnés de directions d'école qui sont frustrés de voir ces coupures-là, accompagnés aussi des fédérations de direction générale qui tentent de faire l'impossible pour en arriver avec la pression qui est faite par ce gouvernement-là, par malheureusement un conseil d'administration composé de 5 personnes. Moi, la question que je me pose clairement là, aujourd'hui, je vais terminer avec ça. On est-tu en train, encore une fois, de se servir du réseau de l'éducation, du réseau de la santé, pour payer grassement des compagnies qui vont souffrir de l'arrivée de Donald Trump? Est-ce qu'encore une fois, on va se servir de 2 réseaux les plus principaux où ce gouvernement-là, pendant 2 campagnes électorales, a dit que ça allait devenir une priorité pour eux? C'est de parler des 2 côtés de la bouche. Nous, ce qu'on dit, c'est que nos gens ont besoin d'aide, n'ont pas besoin de coupure, on a besoin, encore une fois, d'investissement en éducation. Je comprends se serrer la ceinture au Québec, mais j'ai le goût de penser aux 700 millions qu'on a donnés à Norvolt. On a vu partir. Si je mettais 700 millions de plus en éducation, ben j'étais à 1,6 million de coupure. Je serais encore à 900 millions, mais encore une fois, ça serait trop. Je pense qu'au Québec, il faut investir dans l'avenir, et l'avenir passe par l'éducation, et l'avenir passe aussi par la santé des gens qui y travaillent, mais des enfants avec lesquels, et des étudiants, les jeunes adultes avec qui on travaille. Merci. OK, on va prendre les questions. Vincent Larin de la presse. Oui. Clairement. Clairement, parce que vous savez, quand des écoles, quand une région a besoin de nouvelles écoles, quand une région a besoin de plus d'espace, de plus de place, parce qu'il y a une arrivée massive d'enfants, et qu'on coupe dans, vous savez, les fameuses roulottes ou extensions là, qui sont mobiles, là, parce qu'on peut les changer d'endroit en endroit. Et quand on empêche ça, ben, avec des écoles vétustes, je n'ai pas besoin de vous faire un lien avec les coquerelles en Outaouais. Donc, j'ai une problématique. L'immobilier a besoin d'aide. Et présentement, bien, ce n'est pas ce qui se passe. Mais oui, c'est 1,2 milliard, mais vous comprendrez que 109 millions sur des règles budgétaires qui touchent directement la façon dont on travaille, la façon dont on est capable d'aller chercher des sommes pour pouvoir avancer, autant avec les enfants, les services de garde, l'apprentissage, etc., ça me cause un problème. Le chiffre est énorme. On peut s'arrêter au 1,2 milliard, mais il y a tellement Puis ce gouvernement-là donne des cibles qui sont irréalistes. On demande encore de faire des efforts jusqu'au 31 mars. Moi, j'ai envie de vous dire que ça va se rendre jusqu'en juin 25, puis ça va avoir un effet clairement sur les séances d'affectation des gens qui vont voir obtenir des postes pour pouvoir travailler avec du temps de préparation, avec du temps de qualité avec nos enfants. Donc, c'est ce que... Oui, c'est beaucoup de choses. TVA Oui. Nouvelle. Bonjour, M. Paul. Bonjour. Peut-être, parce que vous avez dit, c'est le gouvernement donne d'un bord, mais reprend de l'autre. Peut-être dire, qu'est-ce que vous répondez aux gens, notamment, qui disent que le gouvernement se retrouve dans une situation où il va demander ou imposer des coupures, comme vous dites, parce qu'il a plié lors des récentes négociations et qu'il a déroulé, finalement, l'argent qui était demandé dans le domaine de l'éducation. Première des choses, je vais vous répondre dans un premier temps. Ces augmentations-là, ça a été un rattrapage depuis les 15-20 dernières années en éducation.
On n'a pas demandé charité, on a demandé un dû. Donc, on l'a obtenu. Et quand les gens nous disent vous avez eu un certain montant, mais il faut reprendre, moi, ce que je leur réponds, c'est que le système d'éducation souffre depuis très longtemps. Depuis 2010 que nous, à la Fédération, on dénonce la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient. Le mur, on l'a frappé. Donc, les gens vont faire autre chose ailleurs parce que les conditions de travail ne sont pas là. Et quand je vous dis conditions de travail, je ne pense pas juste à la personne qui est le personnel de soutien scolaire. Je pense aussi au personnel de soutien scolaire qui veulent donner un service adéquat aux enfants et aux parents. Puis il y a une chance que les parents au Québec qui viennent chercher leurs enfants à l'école à tous les jours comprennent ce qu'on fait et comprennent nos revendications. C'est ce qu'ils ont compris à la dernière négociation. Et ces gens-là sont bien au fait de nos demandes. Mais non, loin de là, des mesures restrictives. On fait des choix au Québec, mais on fait des choix qui sont outre que l'éducation et la santé. On fait des choix ailleurs. Et ça, bien, ça affecte directement le réseau. C'est, encore une fois, je vous le dis, c'est inacceptable. Oui, vas-y, continue. J'avais Oui. une question sur un autre sujet. Patrick, voulais-tu... Patrick Belrose, Journal de Québec. Oui, bonjour. Oui. Clairement, les coupes sur l'entretien de nos édifices. Je fais le parallèle parce que les coupes en entretien dans nos écoles et nos centres, c'est depuis des années que ça perdure. Et je dois vous dire que la problématique majeure, c'est que on est passé, rappelez-vous, je fais un bref historique, le H1N1, on avait des boîtes de savon pour se laver les mains à tous les 6 pieds dans les écoles parce qu'il fallait se les laver. On a eu la COVID où on est passé du nettoyage à la désinfection. On se rappelle de ça. On a engagé des concierges, on a engagé des gens de plus pour travailler dans le réseau pour aider. Qu'est-ce qu'on a fait aussitôt que la COVID s'est terminée? On a enlevé ces gens-là. Donc, on aurait besoin davantage d'hommes d'entretien, de femmes d'entretien, de concierges pour justement voir à la désinfection et éviter des situations comme ça, les coquerelles. Moi, ce qui m'a, dans ce dossier-là, ce qui est venu me chercher, c'est quand je vois une coquerelle rentrer clairement entre le bas du mur et le plancher. J'ai un problème au Québec. On n'est pas au tiers-monde. Au contraire, on est au Québec. Et je pense que c'est de notre responsabilité d'être capable d'arriver avec des écoles saines, propres, sécuritaires, parce que c'est très stressant. Mais imaginez-vous, on a eu l'amiante, on a eu différents événements. C'est clairement une coupe. Puis je vous dirais que rien de mieux que d'engager des gens qui sont engagés par les centres de services scolaires. Quand on y va avec des sous-traitants où il y a une instabilité, où il y a un roulement de personnel, où, vous savez, les contrats d'entretien de la sous-traitance, c'est pas compliqué, là. C'est... on paye pour une tournée de ménage, mais si on t'en demande davantage, on facture directement. Rien de mieux que d'engager des gens, des concierges, par les centres de services scolaires, qui travaillent pour le sentiment d'appartenance, mais qui travaillent aussi pour leur lendemain, pour offrir une école propre et saine, bien entendu. Non, Oui. vas-y. En même temps, à Québec, on disait, on n'a pas le choix quand même des déficits, on a des déficits. Est-ce qu'il n'y a pas raison de dire, écoutez, il faut quand même réussir à couper quelque part, puis donc, si vous coupez dans les sorties scolaires, vous coupez dans certaines choses que vous énumérées, bien, écoutez, on réussit à couper sans faire trop mal. C'est ça le problème. Quand on nous dit que c'est de couper sans faire trop mal aux élèves, on finit par faire mal aux élèves. On finit par faire souffrir les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, par ce manque-là, assurément. Et il n'y a aucune bonne raison de couper en éducation. C'est pas compliqué, ça doit passer par un investissement, aussi clairement que ça. Sur un autre sujet. Là, vous avez probablement vu là, le dépôt du projet de loi du ministre du Travail envoyé aujourd'hui qui veut réduire les impacts réguliers d'un lock-out. Quelle lecture vous faites de ce projet de loi-là sur l'intervention du gouvernement par des
Première des choses, je vous dirais que ça s'inscrit dans la continuité de ce gouvernement-là. OK? Je vais le dire comme ça. Il va nous arriver un projet de loi là, sur la loi 37 là, qui va être déposé aussi. Fait que ça s'inscrit dans le type de gouvernement auquel on fait face. Mais vous comprendrez que nous sommes en analyse, bien entendu, du projet de loi. La CSQ fera des sorties en lien avec ça, mais vous comprendrez que c'est un peu prématuré. Et encore une fois, je tiens à vous dire, je ne suis pas surpris par ce genre de situation-là, parce que ça s'inscrit malheureusement dans la continuité, mais la CSQ, après analyse, même nous, les fédérations, nous avons une rencontre où on va être capable d'analyser l'entièreté de ce projet de loi-là et l'impact qu'il aura, bien entendu. Parce que là, on dit que ça pourrait faire mal. Parce que le ministre, ce qu'elle a retenu notamment, c'était les élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage, notamment. Donc, ça leur faisait mal beaucoup ce qui était passé, ce qui était arrivé de ces semaines de grève-là. Façon pour le gouvernement de pouvoir finalement ramener un minimum de services, là, c'est ce qu'on disait, un minimum de services pour assurer le bien-être de la population. Donc, vous ne trouvez pas que le gouvernement joue au sens large, là, qu'on élargit vraiment là, le thème en question là, pour se donner plus de choses? Je vais commencer par le début, quand vous avez commencé à m'avoir posé la question. Ça fait longtemps que les élèves au Québec ont mal, ceux qui ont besoin de services. Ça fait longtemps que ces élèves-là, ces parents-là souffrent parce qu'ils en veulent plus. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'une grève ne règle pas le problème? Et vous comprendrez que la CSQ n'avait pas un règlement de grève illimitée, bien entendu. Tu sais, je veux dire, je tiens à vous le dire, on l'a minimisé. Mais les parents, les principales intéressés sont au courant de nos revendications et ils les ont compris. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'ils ont compris les enjeux, ils ont vu l'impact, on a prouvé, on a mis de l'argumentaire où service direct à l'élève a été altéré au fil des années, depuis des années. Et ça fait longtemps que ces élèves-là, ces parents-là, aimeraient en avoir davantage, mais vous comprendrez que nous, comme organisation, on veut que nos membres aient plus de temps. On veut des équipes multidisciplinaires qui puissent travailler pour les problématiques des élèves, autant comportement que d'apprentissage, avec nos collègues enseignants, nos collègues professionnels. Puis quand on négocie et qu'on se fait refuser d'entrée de jeu lors de la dernière négociation, qu'on ne peut pas parler de ça, j'ai un problème au Québec, c'est qu'encore une fois, on a négocié certains éléments, mais d'autres éléments, on n'a pas voulu écouter l'expertise des gens sur le terrain. Non, on va ça. Vous ne trouvez pas que ça vient amputer votre droit de grève carrément, ce projet de loi? Bien, écoutez, on va l'analyser. C'est ma réponse que je vous donne depuis tout à l'heure. On va l'analyser. On fera les sorties en conséquence, en fonction de ça. Mais vous comprendrez qu'il est un peu prématuré pour nous de sortir là. Le projet de loi a été déposé ce matin. Donc, nos équipes s'affairent là-dessus. Et soyez assurés qu'il y aura une réponse par rapport à tout ça. Mais il y a quand même, Caroline Plante de la presse canadienne, il y a quand même plusieurs syndicats qui ont réagi aujourd'hui là, en dénonçant une attaque contre le droit de grève, les syndicats. Pourquoi votre réaction est timide? Bien, ma réaction n'est pas timide. Bien, vous comprendrez qu'à la CSQ, on travaille d'une façon, c'est-à-dire qu'on l'analyse. Je serais très à l'aise de vous dire que oui, c'est une attaque clairement. Et la réponse que je donnais tout à l'heure aux collègues, c'est que ça s'inscrit clairement dans tout ce que je vous ai dit ce matin. Donc, vous comprendrez que avant d'y aller d'une réponse à chaud, mais oui, c'est une attaque clairement, parce que le droit de grève est important pour nos membres. Parce que quand on est rendu là, c'est parce qu'on a déposé nos argumentaires, on a amené nos solutions, et que de l'autre côté, on ne veut pas nécessairement bouger. Et quand ils nous proposent des choses qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on a mis sur la table, vous comprendrez que ça ne peut pas faire des liens où on va atterrir sur la même piste d'atterrissage. Mais oui, clairement, mais ça s'inscrit dans le type de gouvernement qu'ils sont. Puis, avez-vous pris connaissance du projet de loi déposé ce matin par Mme Gazal au sujet de la création d'un réseau scolaire commun où les écoles publiques et privées feraient partie d'un même réseau
gratuit, accessible à tous. Est-ce que c'est une bonne idée? En avez-vous lire le projet de loi? Non, parce que vous comprendrez que c'est quand même une journée qui a été très chargée, mais non. Puis je vais répondre la même chose qu'aux collègues tout à l'heure. Il faut prendre le temps de regarder tout ça dans son ensemble et on fera les réponses en temps et lieu. Vous savez, les projets de loi qui sont déposés, on les étudie tous, on les argumente et on les commande toutes publiquement. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le travailler aussi. À première vue, par exemple, même si vous n'avez pas pris connaissance des détails du projet de loi, mais à première vue, est-ce que ça vous semble une bonne idée de s'attaquer à l'école à 3 vitesses? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a des besoins là-dessus, ça, c'est sûr. Et, vous savez, s'attaquer à l'école à 3 vitesses en n'oubliant jamais l'expertise des gens sur le terrain. Tu sais, on peut amener un projet de loi, on peut amener toutes sortes de choses, mais ce que ce gouvernement-là parfois fait, et souvent fait, c'est qu'il ne se serve pas de l'expertise des gens sur le terrain. Comment on le vit, OK? Ça ne peut pas s'arrêter uniquement aux directions d'établissement. Il faut que ça aille chercher les gens, il faut venir chercher cette expertise-là, ce qu'ils vivent au quotidien, le personnel de soutien, le personnel enseignant, le personnel professionnel. Mais trop souvent, on s'arrête aux directions générales. Ils commentent un portrait. Donc, le projet de loi, bien oui, quel impact il aura sur nos gens, mais oui, ça fait partie, bien entendu, de J'imagine que vous voyez d'un bon œil qu'on débatte de cette question à l'Assemblée nationale. Oui. C'est clair. Oui. On n'est pas surpris, c'est une certaine continuité. Je peux bien comprendre ce que vous disiez, mais dire que ce moment ne peut pas négocier les syndicats, les anciens syndicats. Bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, regardez, on voit les coupes, hein? On voit le projet de loi qui a été déposé. On voit qu'on veut s'attaquer aussi à la loi 37. Bien entendu. C'est le régime de négociation au Québec. OK? Bon. Vous comprendrez que moi, je l'inscris dans une continuité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'éducation au Québec? Hein? D'y mettre une pression davantage, de nous empêcher de négocier pleinement avec des clauses et des besoins au quotidien pour que nos élèves, nos étudiants, puis nos jeunes adultes qui sont à l'école souffrent plus et qu'il y ait en masse et en quantité suffisante du personnel, des ressources pour qu'on puisse travailler sur les situations problématiques au Québec. Donc, mais on parle souvent des situations problématiques, mais il y a aussi l'élève que je dis qui n'a pas de difficulté. On les oublie souvent, ces élèves-là, mais il faut travailler avec eux aussi. Ils ont besoin de ce genre de ressources-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que davantage, il y a beaucoup de violence à l'école. Je vous amène là-dessus, c'est que nous, on veut travailler en amont. On veut travailler avec les services au niveau du communautaire, travailler avec police jeunesse, travailler avec ces gens-là, avoir un lien directement avec les parents pour qu'on puisse aller chercher cette violence-là en amont, parce que souvent, l'école est la piste d'atterrissage de la violence. Donc, tout ça ensemble, ça va prendre des ressources, ça va prendre un effort, clairement, pour tous les élèves. Oui. Bien, c'est clair qu'ils nous enlèvent des moyens de négociation. Puis quand on veut négocier des vrais enjeux ou des problématiques qu'on a majeures, et quand on y met nos solutions et que ils ne répondent pas ou ils ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas négocier, certaines situations, certaines problématiques, je parlais du travail en amont, bien, j'ai un problème. On a un ministre de l'Éducation qui va nous sortir qui nous sort une semaine du 17 au 21 pour prévenir toute forme de violence et le harcèlement. On n'est pas contre ça. On n'est pas contre ça. C'est dans 5 semaines. C'est dans 5 semaines qu'on fait ça. Là. On fait ça dans 5 semaines. Là, on demande à des gens qui sont déjà submergés dans le réseau, mais on va collaborer, on va être participatif, on va travailler là-dessus, parce que, je veux dire, ça fait partie des choses qu'on veut régler dans le réseau de l'éducation. Et vous comprendrez qu'on est encore à la sauvette. Et nous, ce qu'on veut, là, c'est pas juste un stunt, là, pour le public. Nous, ce qu'on veut, c'est des gestes concrets que mon technicien en éducation spécialisée, que ma technicienne en travail social est capable d'appliquer directement sur le terrain. Sur le 37, excusez-moi,
Ouais, le régime de négociation. Ben, c'est en cours, mais on s'attend à un dépôt bientôt, encore une fois. Ça va être déposé très bientôt. Oh, oui. C'est un fil conducteur. Une dernière pour ma part, Oui. juste revenir sur l'école à 3 vitesses. Est-ce qu'une école à 3 vitesses, et si oui, avez-vous des exemples concrets là, de ça? Bien, écoutez, à tous les jours, il y a des écoles à 3 vitesses. Hein, je veux dire, non, l'égalité des chances est important pour l'ensemble des élèves, des étudiants au Québec, des jeunes adultes. Et l'école à 3 vitesses, pour nous, vous savez, ça met notre personnel de soutien scolaire parfois dans des situations qui ne sont pas nécessairement faciles parce qu'il y a des contrastes. Puis je le répète encore une fois, la Fédération du personnel de soutien scolaire, on est pour l'égalité des chances pour tous les enfants, peu importe. Puis je vous dirais même, je vais de la petite enfance jusqu'à l'université. Donc, il faut absolument que ça devienne une égalité unanime pour l'ensemble des élèves au Québec. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.